Ça marche. Eh bien, donc, bonjour, monsieur Bonjour. Latte. Donc ce soir, vous représentez, Jean-Luc Moudenc pour la Oui, liste, Aimé Toulouse. Et donc nous allons, discuter, modes actifs. Donc avant le premier tour, nous avons déjà eu l'occasion d'échanger. On vous avait envoyé un questionnaire que vous aviez rempli, on vous avait reçu en débat public. Donc on a pu déjà échanger sur pas mal de propositions. Initialement, on ne pensait pas, refaire cet échange avant le deuxième quel tour. choisir. Voilà. Depuis, la crise du Covid est passée par là avec 3 mois d'entre-deux tours et surtout un changement de contexte qui nous amène à nous poser des questions supplémentaires. Et donc, on voudrait échanger avec vous dessus ce soir. Donc, en particulier, le changement de contexte lié à cette crise montre que les finances publiques vont être impactées. Il y aura certainement donc une crise économique qui se profile. Au niveau de Tisséo, il y a déjà eu une baisse immédiate des recettes suite à la crise, mais à moyen terme, on peut craindre qu'il y ait également un impact sur les recettes de Tisséo qui dépendent grandement du financement des entreprises. Peut-être des hypothèses de croissance de population qui seront plus faibles. Et aujourd'hui, le plan mobilité tel qu'il a été voté repose sur des hypothèses de croissance qui vont peut-être changer. Donc la question qu'on souhaite vous poser, c'est aujourd'hui ce plan mobilité qui est à près de 4 milliards d'euros, avec une ligne de métro à près de 3 milliards d'euros, est-il toujours et finançable avec le calendrier initial qui était prévu? Alors, bien sûr, nous, on pense que oui. Et on avait encore ce matin le conseil syndical de TCO, où on a voté le compte administratif, puisqu'on était obligé de le faire dans une chronologie établie. Et ce compte a été voté à l'unanimité avec des éléments qui sont des éléments qui permettent d'espérer. Si je contextualise ce que vous venez de dire, il y a bien entendu des inquiétudes, hein, c'est clair, inquiétudes sur les recettes, même si on peut penser que on a un redémarrage qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. On a dépassé aujourd'hui 50% de fréquentation, ce qui n'était pas prévu. On pensait que ça serait beaucoup plus tard. Euh, pour autant, il y a des questions en particulier sur le versement de transport qui sont importantes. Alors, quelques éléments quand même pour, j'allais dire, positiver la situation. En 2008, il y a déjà eu une crise très significative et la région Occitanie et la métropole toulousaine avaient réagi plus vite que le reste. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de l'aéronautique, de l'avion, mais les emplois dans l'aéronautique, dans la métropole, c'est 13%. Hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui permettent de relancer. Sur le plan de relance, ou les plans de relance qui sont annoncés, on parle du plan de relance européen, on parle du plan de relance français. Ces plans de relance, ils vont se baser sur des investissements lourds déjà finalisés. L'avantage de la troisième ligne du métro, c'est que le dossier est prêt. Et donc, on est en train de postuler tant au niveau national qu'au niveau européen pour être dans le cœur de ces projets de relance. Il y a deux solutions par rapport à cette situation. Soit on baisse la garde et on se dit quel malheur, on n'a plus rien, soit on cherche des solutions nouvelles. Et c'est ce que nous faisons à travers ce dispositif. Et puis, il y a l'emploi derrière cette troisième ligne métro. Si on laissait tomber ce dispositif, on accentuerait la crise dans un contexte où ce qui est important pour les gens, c'est d'avoir un outil de mobilité. On n'a pas fait le projet métro pour des raisons liées à la finance mondiale. On a fait ce projet métro parce qu'on pense que c'est un outil essentiel pour les usagers. Donc c'est vraiment la base de notre réflexion. Il y a des éléments positifs. Dans votre question écrite, on parlait d'éléments financiers. Alors, paradoxalement, Tisséo sort de la crise pas trop mal, même si ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui participent à l'équilibre de nos comptes. On l'a vu ce matin, donc c'est tout frais. Il y a eu des économies de charges de fonctionnement malgré tout, avec des baisses de charges importantes pour Tisséo Voyageurs. Bon, on préfère garder les recettes et les charges de fonctionnement, mais ça a baissé. On avait provisionné des excédents antérieurs qui ont été là encore présentés ce matin. Et puis, les bonnes nouvelles arrivent puisque la loi de finances de juin 2020 a prévu la compensation intégrale du versement de transport. Et on a eu la chance de pouvoir ce matin voter le compte administratif. Pourquoi? Parce qu'on voulait pouvoir présenter au gouvernement qui nous demande une moyenne sur 3 ans 2017, 2018, 2019, qui était beaucoup plus favorable que 2016, 2017, 2018. Hein, le vote de ce matin, ça permet de gagner 12 millions d'euros de bonus, entre guillemets. Pourquoi? Parce que le versement transport de 2019 était de quasiment 7% supérieur
à l'année précédente. Donc, on a ce type de bonnes nouvelles qui arrivent. La compensation par l'État, c'était nécessaire. Et puis, ça ne sera pas suffisant. Mais il y avait ce matin une intervention très forte de la présidente de la région Île-de-France qui expliquait qu'au-delà de ce premier élément, il fallait aller plus loin, il fallait aller vers l'aide au transport public à l'échelle nationale. L'État ne va pas aider que Paris, et donc on pense qu'on sera bien placé par rapport à ça. Si vous voulez, pour conclure sur cette première question, on a deux choix. Soit on abandonne les projets, soit on fait le choix du volontarisme. Alors, ça peut présenter un risque. On va se dire, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on ne va pas y arriver? Nous, on pense qu'on va y arriver. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on se situe, en espérant que cette crise, qui sera suivie par d'autres crises, il y a eu la crise de 2008, il y a eu la crise de 2020, il y aura peut-être la crise de 2030 un jour. Je crois que le rôle des politiques, c'est d'essayer de s'adapter à ces crises. Voilà, donc un contexte difficile, pour reprendre votre question, mais le sentiment que nous pouvons poursuivre ce projet. Très bien, bonne nouvelle au niveau financier donc. Ma deuxième question est toujours sur la partie financière, cette fois-ci plus spécifiquement sur le vélo, puisque donc le plan mobilité prévoit une enveloppe de 25 millions par an, avec à peu près 18 millions d'investissements et 7 millions pour les services, dont Vélo Toulouse. Avant le premier tour, votre liste a proposé d'augmenter cette enveloppe de 10 millions d'investissements par an, donc pour avoir un total de 28 millions d'investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez cette promesse et ces prévisions? Alors non seulement on maintient, mais je fais le pari qu'on sera bien au-delà. On sera bien au-delà parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on a un monde qui change. On va parler tout à l'heure d'urbanisme tactique. Si j'avais fait le projet des voies que nous avons créé dans le contexte d'avant, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Vous auriez vu des révoltes d'automobilistes. Enfin, ça aurait été compliqué. Là, ça s'est fait dans un contexte très particulier, le confinement. Et même s'il y a des critiques, c'est quand même plutôt bien passé. Je n'ai pas eu de remarques majeures, alors qu'on a fait 10 km de pistes cyclables en l'espace de 3 semaines. Donc, je crois que ce contexte-là change. On s'aperçoit que la mentalité change. Je suis allé voir plusieurs boutiques de vélos, elles explosent. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais eu une pression de ce type. Si les gens font réparer leur vélo ou achètent des vélos, ce n'est pas pour les laisser en garage. Donc, on est sur une mutation qui est importante. Et donc, nous pensons que ce chiffre qui est annoncé sera un chiffre dépassé, pas seulement par nous d'ailleurs, parce qu'on a des relations avec les collectivités locales, avec d'autres dispositifs qui montrent que les choses vont dans ce sens. En fait, on a trois axes dans le projet cyclable que nous développons, les infrastructures avec le réseau REV, les services vélos et puis en marge la partie communication. Je crois que ces chiffres que nous avons donnés, 417 millions pour l'un, 92 pour l'autre, 1,5 million pour le dernier, seront des chiffres nécessairement dépassés. Rien que cet été, sur les travaux d'été, on a lancé des projets qui n'avaient pas été prévus à l'origine et qui vont venir s'ajouter au dispositif. Donc vraiment, je pense que les choses vont augmenter. Ça pose la question de la lisibilité de ces financements, ça pose la question de la recherche de financements nouveaux. On a renforcé, c'était un élément que vous aviez souligné, les recherches de financement extérieur avec notre cellule subvention, qui est une cellule importante, qui pour 2020-2021 va déposer 24 projets sur le vélo pour plus de 4 millions d'euros de financement. Donc, on sent qu'il y a aujourd'hui des options qui n'existaient pas auparavant. Pourquoi? Parce que la tendance au mode doux s'accentue à tout niveau, que ce soit au niveau de l'État, avec des aides qui sont annoncées, au niveau des aides européennes, au niveau de l'ADEME. Et on a aujourd'hui toute une série, je les ai sous les yeux, vous les aurez par écrit, je ne vais pas vous détailler, toute une série de projets qu'on a lancés qui devraient permettre d'avancer. Donc, notre analyse, c'est que la mutation de la société que nous connaissons aujourd'hui va amener clairement vers des augmentations des budgets de fait. Pourquoi? Parce que les projets sont lancés et que ces projets, il faudra les financer. Alors, vous avez déjà devancé la troisième question sur les aménagements cyclables temporaires. Effectivement, vous les avez introduits. Donc, nous sommes très heureux de voir qu'en quelques semaines, il y a des axes sur lesquels il ne s'était rien passé depuis des années qui ont pu être aménagés.
Et nous souhaitons qu'effectivement, évidemment, ces aménagements soient d'une part pérennisés et d'autre part que d'autres axes voient le jour. Donc, nous avons mis sur notre site et nous avons communiqué des suggestions de nouveaux axes à aménager. Parmi ceux-ci figure en particulier la rue du Pont-Guillemery, près de la Logrin, qui permet d'accéder à la rue de Metz, qui nous semble vraiment prioritaire. Il me semble pour l'instant que ça ne figure pas dans la liste. Il y a également d'autres axes en périphérie, des élargissements de trottoirs. Donc, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin? Il y en a quelques-uns que vous avez proposés quand même. Bon. On n'est pas complètement déconnectés les uns des autres. En fait, ce que vous dites est important. Le point de départ pour nous, vous dites on est allé très vite. Oui, mais pourquoi on est allé très vite? Parce que le projet rêve était abouti. En fait, comment on a lancé nos projets de 10 km de pistes cyclables? En se basant sur toutes les études qui avaient été faites auparavant pour le projet rêve que nous avons présenté en décembre dernier. Ce projet rêve, on a dit à l'époque, c'est un bout de papier. Non, ce n'est pas un bout de papier. C'est un outil qui est extrêmement efficace quand on s'en sert. On a derrière le schéma directeur qu'il nous faut suivre et qui nous permet d'avancer. Alors, sur l'urbanisme tactique à Toulouse, comment on a fait? On a travaillé en 3 temps. D'abord, les 10 km qui étaient les plus faciles à faire. C'est sur des axes qui n'étaient pas compliqués, Grande-Bretagne, Saint-Simon, etc., dans un contexte de circulation apaisée, parce qu'il y avait beaucoup moins de voitures qu'auparavant, il y en a toujours beaucoup moins qu'auparavant, et puis un fonctionnement assez efficace des services. Pour autant, on a prévu 2 étapes complémentaires, une seconde liste. Vous allez retrouver d'ailleurs une partie de vos petits dedans, puisque dans la liste, il y a des propositions de 2 pieds de roue. Pas toutes, mais il y a des propositions de 2 pieds de roue. Et puis la troisième salle, ça sera les travaux d'été où on a fortement renforcé les infrastructures en chantier par rapport à ça. Ce qui est important dans alors, vous aurez d'ailleurs dans mon version écrite la liste complète des phases 2 et 3 avec l'ensemble des projets que nous avons prévus, qui sont à la fois des projets légers, mais aussi des projets lourds et qui me semblent très conformes au moins à votre philosophie et à l'esprit de tout ça. Vous ne trouverez pas tout, parce qu'il y a des points où on n'est pas forcément d'accord, mais sur l'essentiel, c'est ça. Alors, ce qui est important quand même sur l'urbanisme tactique, c'est qu'il faut le laisser vivre un peu. Vous avez fait faire, enfin, c'est Sébastien, je crois qu'il a fait, dans la semaine qui a suivi la mise en place de Bilière, il est allé filmer l'axe. C'était un truc très marré. Et puis, il a fait une remarque en disant, mais vous voyez, les vélos, ils ne passent pas par la piste, il y en a un qui passe à droite, il y en a un qui passe à gauche. Oui, mais il n'y a pas de voiture. Et quand il n'y a pas de voiture, moi, quand je suis en vélo, je passe partout. Je ne suis pas limité ça. Si Sébastien revient demain, hier, il verra que 100% des vélos passent par le nouvel axe. Pourquoi? Parce que désormais, ils sont en concurrence avec eux et c'est le but. Le but, c'est de leur permettre d'avoir leur propre axe. Donc, on vous fera passer la liste complète dans notre dispositif. Et je crois que cette liste, d'abord, je pense que vous validerez son intégralité. Vous regretterez peut-être quelques manques, ça c'est normal. Mais je crois que c'est vraiment compatible. Mais il faut les laisser vivre aussi. Je crois que la circulation, c'est jamais blanc et noir. Ça se fait en progressivité, il y a des évolutions, il y a des tendances. On voit que ces pistes cyclables, elles augmentent, lentement, mais elles augmentent. Ça reste quelque chose qui est à mon avis, il ne fallait pas laisser passer le coup, quoi, d'éviter d'être en pointe. L'association des villes cyclables a dit que nous avions été les premiers à lancer ces dispositifs-là. Il y a d'autres villes qui les ont mis, mais qui les ont vite effacés, ce qui n'était pas forcément très sain. Je pense à Marseille en particulier. Nous, on a eu l'avantage de s'appuyer sur notre schéma directeur cyclable, qui a été un outil et qui reste un outil très utile. Merci de ces précisions. Ma 4e question concerne la zone de rencontre qui a été mise en place sur l'hypercentre au mois de mai. Donc, la zone de rencontre, c'est une limitation à 20 km/h, un piéton qui peut déambuler n'importe où sur la chaussée, qui est prioritaire par rapport au vélo, qui lui-même est prioritaire par rapport à la voiture. Nous sommes très heureux qu'il y ait cette création qui a été décidée, mais nous déplorons qu'aujourd'hui, en fait, elle soit principalement réglementaire. Hein, ce sont des panneaux et du marquage au sol. Et notamment, il n'y a eu ni suppression du trafic de transit, qui peut être assez important, surtout sur la rue de Metz, ni de suppression de stationnement. Donc nous proposons que rapidement, ce trafic de transit soit supprimé, en commençant par le Pont Neuf, qui est vraiment symbolique pour nous.
et également avec une suppression du stationnement sur les rues de la République et Lausanne. Et dans un deuxième temps, de transformer tout l'hypercentre en zone à trafic limité avec vraiment une restriction de circulation aux riverains, véhicules d'urgence et professionnels. Donc, comment vous positionnez-vous par rapport à ces propositions? Alors, cette zone de rencontre, c'est une des plus grandes de France, hein, sur l'espace qui a été défini, avec le choix de diviser finalement la ville en trois secteurs, trois types de zones. Pas trois secteurs, trois types de zones, puisqu'il n'y a pas de sectorisation. La zone 20, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire la zone de rencontre, c'est l'intérieur de l'octogone, mais pas que, on va le voir. Les zones 30, que nous voulons développer, il y a déjà plus de 50% d'ailleurs des quartiers qui sont en zone 30, on est à 60% je crois, et puis quelques axes qui sont des axes de flux qui resteraient à 50. On est sur ces trois axes-là, les axes à 50 étant beaucoup plus limités bien entendu que le reste. Alors on avait là encore une opportunité qui était liée au coronavirus, qui était l'exigence de distanciation, etc., etc. Pour autant, l'enjeu c'est de passer à un aménagement qui soit durable et pérenne, avec non pas quelque chose, vous l'avez présenté, c'est votre analyse, comme quelque chose qui était ponctuel, subi, etc. Pour nous, c'est une continuité. Si on reprend l'histoire de Toulouse depuis les années 2000, on s'aperçoit que la ville évolue vers cette zone-là. En 2000, je suis un vieil élu, j'étais déjà à la circulation, et bien on a cassé les turnovers autour de la place Capitole de Saint-Cernin en mettant en place des plans de circulation en boucle plutôt qu'en transversalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, on a débouché sur ce dispositif-là. Je pense à la place Saint-Cernin aujourd'hui, on voit qu'on est sur une zone de rencontre complètement aboutie. Ça veut dire que le projet, il est vivant ici. Il est vivant et adaptable. On a mis en place la zone de rencontre, comme vous le dites, réglementairement. Il y a des aspects réglementaires importants, mais pour autant, cette zone de rencontre, elle va s'affiner, bien sûr, et s'aménager. On a un projet, vous n'êtes pas toujours favorable aux bornes. Moi, je suis très favorable aux bornes parce que je pense qu'une bonne partie du centre-ville a été apaisée grâce à ces bornes et à ce dispositif. Donc, on a des études en cours qui seront faites pendant l'été sur les flux et les dispositifs qui vont nous amener ces études à étendre le bornage au-delà du bornage actuel. Quand je vois les zones bornées, entre guillemets, je m'aperçois que c'est vraiment des zones de rencontre parfaites puisque les piétons nécessairement dominent l'espace. Donc on va, bien entendu, ne pas en rester là, ne pas se limiter à ces premières étapes qui étaient importantes, qui étaient quand même l'étape identification de la zone, pour déboucher sur des aménagements différents. Vous avez dit dans votre questionnaire que vous pensiez que c'était complètement lié au restaurant. Pas vraiment, les restaurants c'est un élément de plus. On travaille à la survie économique du centre-ville, c'est important, c'est essentiel, mais l'enjeu de la zone de rencontre va bien au-delà de la simple extension des terrasses de restaurants. C'est un élément important. Vous avez mis en évidence dans votre questionnaire des points de vigilance, des points de vigilance, et on est assez d'accord avec ces points de vigilance. Vous nous dites que cette zone accès réservé, il faut l'étendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des parties qui ne sont pas encore en zone de rencontre. Je pense à Metz, je pense à Boulevard Leclerc, mais il faut que le réaménagement que l'on prévoit, ça peut être votre vision, ça peut être la nôtre, mais permette de parler de zone de rencontre. On ne peut pas décréter sur ces grands axes que c'est demain des axes de rencontre si on ne fait rien sur leur aménagement. Vous parlez du problème des bus qui traversent le centre-ville en considérant qu'il faut en réduire le flux. On est assez d'accord. Et on travaille, nous, mais ce n'est pas simple parce qu'il faut arriver à trouver des alternatives. On travaille sur la disparition des grosses gares de bus du centre-ville. Il y en a au moins deux qui sont importantes, c'est Courdillon et Jeanne d'Arc. Il y a celle du conseil départemental qui présente pas mal de problématiques aussi à la gare routière. L'enjeu, c'est quoi? C'est de passer de ces grands espaces bus à des multiples espaces plus limités, mais qui ne réduisent pas pour autant la fonctionnalité des bus. L'enjeu des bus, c'est d'amener les gens au plus près du centre-ville. Si le but, c'est de faire disparaître les bus, on va porter tort au transport en commun, ce qui n'est pas du tout la logique. Sur la remarque de la diminution des places de stationnement, l'Observatoire du stationnement a indiqué que 1300 places avaient été supprimées, places en surface, entre 2014 et 2020. Il y a eu sans doute pas assez d'aménagement, mais quand même, quand je prends les quais de Tunis, quand je prends Saint-Cernin, quand je prends ces pôles-là, on trouve des poches de stationnement qui ont disparu au profit des piétons et des cycles, avec
en particulier des places qui ont disparu pour créer des stationnements, puisqu'on a créé, par exemple, entre 2018 et 2019, on a 1000 axes de stationnement vélo, dont certains ont été créés sur des places de stationnement. Même chose pour les deux roues motorisées qu'on a organisées autour de ça. Sur les recommandations multiples qui suivent, là aussi, vous aurez dans ma partie écrite les dispositifs. Très sincèrement, on est d'accord sur 80% de ce que vous dites, sur les choses. En matière de concertation, pour faire un comité de suivi, pour nous, le comité de suivi, il faut parler plutôt des comités de suivi par rapport à ce que vous dites. Ce sont les commissions de quartier auxquelles vous participez régulièrement. Donc, on pense que par zone, le bon niveau pour suivre ces évolutions, ce sont les commissions de quartier où on a à la fois les riverains et les associations comme la vôtre. Je crois que c'est un élément important. Juste un point sur la fermeture ponctuelle des rues. On n'est pas forcément très pour ni contre. C'est un outil parmi d'autres qui permet de faire évoluer les dispositifs. Voilà, j'ai vraiment balayé un peu vite parce que je sais que le temps est compté. Et j'ai dans l'écrit que j'ai sous les yeux et que vous recevrez en moins de 48 heures, le détail de toutes les questions. C'est un document qui fait 15 pages que je viens de terminer et qui permet de répondre à l'intégralité des questionnements que vous posez. Ok, merci beaucoup. Effectivement, le temps qu'on s'était imparti est déjà écoulé. Donc, très rapidement, la cinquième question qui est sur le budget, puisque nous nous sommes rendus compte depuis plusieurs années que nous travaillons avec Toulouse Métropole qu'il est très difficile de vérifier les budgets cyclables. Et donc, nous, on propose qu'un organisme indépendant soit créé ou ait pour mission de justement vérifier de manière annuelle ce bilan comptable de la politique cyclable et nous dise quelles sommes ont été investies et comment, et que ce bilan soit public. En fait, votre question, elle porte sur la gouvernance. Aujourd'hui, on est sur une mutation de la gouvernance des dispositifs cyclables. Chacun faisait son truc dans son coin, c'est comme ça qu'on peut le dire. On est en train, et ça se fait déjà depuis 2 ans chez TCO, de fédérer le département, la région, les intercommunalités, etc., etc. Donc, ce que nous proposons de notre côté, c'est que cette nouvelle gouvernance se voit transmettre votre interrogation sur la fiabilité des comptes, qu'elle fasse des propositions et que par le biais d'échanges, on aboutisse à quelque chose qui vous satisfasse en matière de lisibilité. Votre question, elle porte, je crois, sur la lisibilité de l'investissement et elle est quand même d'autant plus importante que pour nous, si on ne la traite pas, alors ça peut être une organisation indépendante, ça peut être autre chose, mais si on ne la traite Allô ? Allô ? Pas, on saura l'Europe demande qui vont être très conséquentes et qui ne sont possibles que si elles sont contrôlables. Donc, la fin de votre réponse a été coupée. Pardon ? La fin de votre réponse a été coupée, là, on a eu un problème de… Non, je disais qu'on est d'accord avec vous sur la finalité, que ça prend des enjeux pour nous hors de pied de roue en direction des demandes européennes qu'on va fournir, par exemple, où on est tenu de garantir ce type de lisibilité. Donc, OK pour en discuter avec vous et trouver un système qui vous permette de garantir une meilleure lisibilité des investissements, toutes collectivités confondues, puisque c'est comme ça qu'on travaille désormais. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse et pour votre temps. Et les cris arrivent dans 48 heures, moins de 48 heures. Voilà. Parfait. Bonne soirée à vous. Au revoir.